La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. En 1979, Jean-François Revel, un des plus grands intellectuels français du 20e siècle, signait un ouvrage aussi passionnant qu'intriguant, un festin en paroles, où il nous proposait à sa manière une histoire littéraire des plaisirs de table. Il retraçait à travers cela l'histoire d'une civilisation, de ses mentalités, de ses mœurs. Il nous rappelait aussi, ainsi que l'art de la table façonne à sa manière chaque civilisation. L'homme pense peut-être comme il mange, ou du moins il mange comme il vit et vit comme il mange. Il suffit de regarder qui mange quoi à table et comment il le mange pour en savoir beaucoup sur le caractère de ceux qui s'y retrouvent. C'est probablement parce qu'il partage cette observation que Normand Baillargeon a décidé d'examiner la question de la nourriture à la lumière de la philosophie, en analysant les controverses qu'elle suscite et en se demandant ce qu'en auraient dit les grands penseurs de son histoire. Dans son livre, À la table des philosophes, qui vient de paraître chez Flammarion Québec, il nous propose une philosophie de la table, ou du moins une méditation philosophique à la fois ludique et rigoureuse sur les plaisirs de table. Je le reçois aujourd'hui pour en parler, mais puisque je l'ai à ce micro, je m'en voudrais aussi de ne pas lui poser des questions sur bien d'autres sujets qui sont au cœur de sa réflexion. Alors je vous propose, chers auditeurs, une émission divisée en deux parties. Dans la première partie, nous parlerons de son livre À la table des philosophes, et dans la deuxième partie, nous reviendrons sur des questions qu'a abordées Normand Baillargeon ces derniers temps, notamment les questions liées à la liberté d'expression, les questions liées aujourd'hui à la possibilité d'un débat démocratique éclairé. Normand Baillargeon, bonjour. Bonjour Mathieu Bock-Côté. Alors merci infiniment d'être ici aujourd'hui et je vous pose une question en entrée pour prendre le vocabulaire de table toute simple. On note depuis un bon moment que dans notre société, où pourtant jamais l'empire médiatique n'a été aussi étendu, les émissions dites culturelles ou littéraires, ou les émissions de débat ont tendance à s'effacer. Les émissions de culture se font remplacer d'une manière ou de l'autre par les émissions de cuisine, qui sont devenues la forme nouvelle de la culture à la manière d'un mode de vie accessible à tous pour ceux qui veulent se raffiner d'une manière ou de l'autre. Alors la question que je vous pose en entrée pour commencer cette discussion, c'est comment est-ce que vous partagez ce constat comme quoi il y a un remplacement appelons ça de la culture par la cuisine, et comment l'expliquez-vous? Comment expliquez-vous cette passion nouvelle dans l'espace public qui déclasse d'autres passions? Je pense que c'est indéniable qu'il y a une place extrêmement grande qui est prise par la cuisine, par l'alimentation aujourd'hui. On le voit dans les publications de livres, qui sont des best-sellers très souvent. On le voit dans les revues. Il y en a un très, très grand nombre de revues consacrées à ça. On le voit dans un certain vedettariat des chefs. Il y a des émissions à la télé où des chefs entrent en compétition les uns avec les autres. Il y a des émissions de cuisine de tout genre un peu partout. Donc, c'est vrai que c'est omniprésent. C'est vrai aussi, et vous avez raison de le dire, que les émissions culturelles ou de livres diminuent fortement, voire disparaissent un peu partout. Comment expliquer ça? C'est une fichue de bonne question. Est-ce qu'il y a là-dedans une part de souci de soi, de repli identitaire, de repli vers soi, de repli vers des plaisirs qu'on obtiendrait chez soi, des choses qu'on peut se faire? Je pense que c'est une partie d'explication. Je pense, pour ma part, en tout cas ma propre expérience, c'est le plaisir de faire des choses. Si la cuisine, c'est un moment où on a le plaisir de faire des choses personnellement, les faire, les réaliser, et on est content de ce qu'on a réalisé, on partage des choses. Il y a peut-être aussi une sorte de retrouvaille d'un esprit communautaire autour de la table. Et ça, je pense que il y a peu de lieux maintenant où les gens se réunissent, peuvent discuter. La table est un des endroits où on peut le faire encore aujourd'hui. Donc, il y a probablement ça aussi. Récemment, je lisais un philosophe spécialiste de la philosophie orientale, un occidental, et il rappelait que pour les philosophes orientaux, les rituels étaient extrêmement importants. Voyez-vous, Mathieu, il disait, par exemple, si on lit les Analectes de Confucius, nous, on insiste sur les choses profondes que peut dire Confucius. Pour les Orientaux, pour les Chinois, les rituels étaient extrêmement importants. Alors, on insistait beaucoup sur le fait que Confucius, quand il rentrait dans une place où il y avait des gens, il y avait une certaine façon de tenir son corps. Il allait placer le tapis toujours de la même manière. Et je me demande si autour de la cuisine, il se construit pas aussi des rituels dans un monde de plus en plus accéléré. Voici des moments d'arrêt autour de la table, autour des rituels qu'on fait là. Ces éléments-là de réponse me semblent plausibles sur la question intéressante que vous m'avez posée. Alors, possibilité de rituel, possibilité communautaire, possibilité d'une certaine manière de s'extraire pour un instant du flux des événements, de rythme des événements toujours plus rapides. Est-ce qu'on peut dire aussi que la passion nouvelle à certains égards pour la cuisine, c'est-à-dire cette démocratisation de la prétention d'être un grand chef, est-ce qu'on peut voir là-dedans aussi un marqueur aussi de nouvelle hiérarchie sociale, c'est-à-dire parce que le paradoxe dans lequel on semble évoluer, me semble-t-il, c'est que d'un côté,
Il y a un raffinement de plus en plus grand qui est présenté à la manière d'un idéal d'excellence personnelle. Et au même moment, peut-être dans une société qui est très marquée par la solitude aussi, c'est-à-dire justement des gens qui n'ont pas accès à cette possibilité de rituel communautaire, eh bien, il y a une soumission effrayante à l'empire du fast-food, aux plats déjà préparés qui se mangent en 10 minutes devant la télé, et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, autrement dit, les classes sociales se déploient et se dévoilent aussi dans ce rapport nouveau à la nourriture? Je pense que c'est une belle observation et c'est tout à fait vrai. Au même moment où il y a un souci de l'alimentation très grand, puis il se manifeste, Mathieu, on y reviendra sans doute, dans le fait de manger tel ou tel aliment, d'être ou non végétarien, végétalien, ainsi de suite, ces choses-là se multiplient. Il y a des préoccupations de nature éthique et esthétique autour de l'alimentation. Il y a aussi cette dualité que vous venez de souligner. Autant on a le souci de bien manger, autant il se prolifèrent les fast-foods, prolifère la mauvaise bouffe. Et je pense que c'est plus qu'une question de classe sociale, à mon humble avis. Je pense que aussi c'est une question de structure économique dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que même si on a les moyens de bien manger, souvent on n'a pas le temps, on est pressé. Alors je pense que ça dévoile aussi non seulement l'existence des classes sociales, ce que j'accorde, mais ça dévoile aussi nos institutions économiques qui nous poussent de toutes sortes de manières vers l'un ou l'autre des deux chemins qu'on a distingués. Je vous relance néanmoins sur cette question, c'est-à-dire, vous me corrigerez si je me trompe, et il est bien possible que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi dans tout le langage aujourd'hui, quand on va dans un restaurant, il y a quelque chose de très frappant. Souvent, on nous parle d'une bouteille de vin de manière comme d'une fois à l'autre, on prend une minute de plus pour nous dire dans le détail de quelle manière elle a été préparée, confectionnée. Pour le plat, les descriptions sont de plus en plus fines et tout ça. Et quand j'évoquais la notion de classe sociale, c'est que j'ai l'impression quelquefois de retrouver aussi dans ces plaisirs de table auxquels nous nous livrons tous avec plaisir, un certain snobisme qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire le sentiment de supériorité, c'est-à-dire voyez à quel point je suis un être sophistiqué, à la différence de ceux qui sont justement incapables d'accéder à ces plaisirs subtils. Est-ce qu'on peut voir néanmoins cette forme de snobisme qui se conjugue à ce culte nouveau de l'alimentation? Je suis content que vous évoquiez le vin parce que le livre, comme vous savez, il commence avec j'ai imaginé un banquet où Platon, Kant, Omar Khayyam et un économiste et un œnologue discutent de vin. Oui, et c'est justement Veblen, j'étais content de l'introduire dans le livre parce que ça touche exactement ce que vous venez de souligner. Je pense que pour une part, très certainement à propos du vin, mais à propos de la nourriture en général, il y a aussi des espèces de marqueurs de classe sociale, ce que Veblen appelait de la consommation ostentatoire. Oui, et je pense que c'est une idée riche et importante, c'est-à-dire parvenir à un certain niveau, on consomme de manière ostentatoire, c'est-à-dire pour marquer qu'on est soi-même placé dans telle ou telle catégorie sociale et qu'on est capable, on a les moyens de se payer tel ou tel bien. Je pense que c'est important aussi autour de l'alimentation en général et du vin en particulier. D'autant, mais là je suis pas un expert sur ces questions-là, mais je cite un certain nombre d'études qui montrent qu'il y a peut-être quelque chose de surfait dans l'expertise à propos du vin. Vous évoquez dans l'ouvrage le fait aussi, vous le suggérez à tout le moins, que l'alimentation devient aujourd'hui un élément identitaire. Ça, c'est-à-dire, c'est une chose il me semble très frappante, c'est-à-dire, nous n'avons plus seulement des préférences gastronomiques, c'est-à-dire, moi, je préfère ça, vous préférez ça, ainsi de suite, je préfère les pâtes et le préfère, bon, peu importe. Mais de plus en plus, à travers des catégories comme vegan, flexitarien, tout ce vocabulaire-là qui s'impose et qui est quelquefois, sinon complexe, peut-être même ésotérique pour le commun des mortels, c'est comme si une partie de l'identité peut-être même des jeunes générations de notre époque se construit dans un rapport nouveau à l'alimentation. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme d'identitarisation, entre guillemets, des pratiques alimentaires, comme si l'individu construisait aujourd'hui l'originalité de sa personnalité dans ses choix de table? Je pense que c'est possible qu'il y ait une partie de l'explication qui tienne à ça, mais je pense aussi que pour une bonne part, sinon pour la plus grande part, il y a aussi chez la plupart des gens une réflexion éthique derrière ça. Ouais. Alors ce que vous savez, Mathieu, probablement que un des candidats au titre de philosophe le plus influent des 50 dernières années, c'est Peter Singer, qui a écrit Libération animale. Dans le livre, je raconte comment ça lui est arrivé à Oxford avec un étudiant canadien d'ailleurs avec qui il discutait. Et je pense que ces préoccupations-là sont sensibles, surtout chez les plus jeunes, je le dirais volontiers. Ces préoccupations éthiques qui demandent à justifier sur un plan moral qu'on mange telle ou telle chose. Êtes-vous végétarien, Mathieu? Moi, non, d'aucune manière. Non, d'aucune manière. Je ne suis pas contre, mais non, c'est pas dans mon univers mental. Alors, on voit une grande place. Et je tiens à souligner, vous qui aimez les livres comme moi, là, que il y a un que sais-je qui vient de sortir sur le véganisme
Et une des auteurs est québécoise. Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui ont écrit dans la collection Que sais-je, et Valérie Giroux a co-signé le Que sais-je sur le véganisme. Et le mot est tout nouveau, il est entré dans le dictionnaire en 2015, le mot vegan. Donc, ce sont des préoccupations nouvelles, et ce sont des préoccupations éthiques, et à mon avis, il est extrêmement important de se poser ces questions-là. Alors, est-ce que c'est légitime de manger de la viande? Personnellement, je suis flexitarien, je ne mange plus de viande, mais je mange encore des fruits de mer. Voilà. Alors, vous évoquez la question qui est très importante, la dimension éthique dans les choix alimentaires. La question qui m'est venue à l'esprit vous lisant, c'est je fais le contraste avec le 20e siècle. 20e siècle, les préoccupations éthiques que l'on peut avoir d'une manière ou de l'autre, des préoccupations qui se traduisent en préoccupations politiques, sont investis généralement dans des projets politiques qui peuvent pousser, collectifs, qui peuvent pousser au militantisme, mais qui sont investis dans un collectif qui absorbe cette espèce d'intention éthique d'une manière ou de l'autre. Dans une société qui semble de moins en moins transformable, à tout le moins par un grand projet politique, qu'il s'agisse du socialisme, qu'il s'agisse... On pourrait trouver d'autres projets d'une manière ou de l'autre. Est-ce qu'on n'assiste pas à une privatisation de ces choix éthiques? De là, je dirais, mais ce sont mes mots, l'importance, la surimportance, ou tout le moins l'importance majeure accordée justement à cette dimension éthique de l'alimentation, c'est-à-dire à défaut d'avoir une emprise sur l'avenir par la construction d'un projet politique vaste et cohérent, eh bien on aura une emprise maximale sur sa vie privée en idéologisant ou en donnant une portée philosophique à des choix qui relevaient autrefois de la vie quotidienne. Je ne sais pas si je suis clair dans ma question. Je pense que c'est très clair, puis c'est un réel danger, je le reconnais. Il est possible que on y reviendra probablement dans la deuxième demi-heure, mais des politiques de l'identité, des refermements identitaires, soient une manière par laquelle on ne soit plus en mesure de réconcilier l'individuel et le collectif. Et on est privatisé tous les débats et on est refusé de penser au bien commun. Je pense que c'est une possibilité réelle et à laquelle il faut méditer. Mais ça donne aussi que les gens qui défendent le véganisme ou le végétarisme ou de différentes perspectives sur l'alimentation ont ce souci-là. Hein, je pense important de souligner, par exemple, Mathieu, vous m'accorderez ça, je pense que quelqu'un comme Peter Singer, même si on le connaît surtout pour ça, ne limite pas son travail à ça. Bien sûr. La perspective philosophique qui l'a amené à adopter une position végétarienne et pour la défense des animaux, l'amène depuis des années à prendre position sur un grand nombre d'enjeux sociaux et politiques. Et donc, il est porteur aussi d'une idée de bien commun. Je sais que dans la communauté végane, et là, je m'excuse si je parle à travers mon chapeau parce que j'en suis pas membre, mais ça donne que je viens de lire le petit Que sais-je. Et c'est une préoccupation qui est très claire chez eux, de faire en sorte que leur projet soit pas limité à une forme de consumérisme, hédonisme visant à donner bonne conscience à ceux qui le pratiquent. Ils ont le souci d'élargir ça. Et donc, chez eux se pose, mais comme chez vous, comme chez moi, comme chez chacun de nous, cette question de réconcilier le projet individuel et le projet collectif. Et je pense que s'il y a un danger, vous l'avez bien identifié, il faut reconnaître aussi que des gens comme Singer ou d'autres ont le projet porte un projet qui tente de réconcilier l'individuel et le collectif et de ne pas se contenter d'une privatisation, disons, de nature à donner bonne conscience à peu de frais des enjeux qu'il porte. Vous évoquez une autre dimension qui me semble très importante dans l'ouvrage, que je le précise pour nos auditeurs. Vous reconstruisez appelons ça les controverses philosophiques possibles posées par la question de l'alimentation. Et donc vous avez évoqué la question des végétariens ou à tout le moins des types de régimes alimentaires. Une autre controverse que vous évoquez et qui touche directement des questions qui sont, on pourrait presque dire, nationales, c'est-à-dire l'alternative entre, appelons ça, le manger local et le manger mondial, disons ça comme ça. C'est-à-dire, et là, on entend très bien ces deux discours circuler dans la société. Dans ce restaurant, on pourrait penser, où on vous dit, ce sont les fruits de Monsieur Bertrand que ça ferme sur la Rive-Sud, puis de l'autre côté, vous allez là, et là, vous avez le restaurant indonésien le plus sophistiqué du quartier ou de la ville. Alors, on a ces deux possibilités qui habitent la conscience collective. Qu'est-ce qui se cache, si la formule est bonne, derrière cette querelle autour du manger local ou du manger mondial? Avec vous allez me permettre, j'espère, de faire le lien avec Jean-Jacques Rousseau. Mais je l'espère. Ça m'a tellement fait plaisir de le faire. Vous savez, sans doute, j'ai enseigné la philosophie de l'éducation pendant très longtemps. Et donc, Rousseau est un auteur incontournable en philosophie de l'éducation. Et dans l'Émile de Rousseau, on trouve ça précisément. Vous savez, Rousseau a le projet de faire en sorte que le petit Émile, qui va être élevé à la campagne par un précepteur, devienne un être humain sain, qui soit pas corrompu par la société. Et donc, Rousseau imagine qu'on lui donnera pas vraiment des leçons, on va le laisser apprendre de son expérience et ainsi de suite. Et à un moment donné, le précepteur amène le jeune garçon
poisson, manger dans une villa richissime. Il y a des serviteurs en levrée qui offrent toutes sortes de produits, d'aliments, de boissons et ainsi de suite. Le petit Émile regarde tout ça et son précepteur va lui dire une seule chose. Par combien de mains penses-tu que tout ceci a dû passer avant de parvenir jusqu'à nous? Et c'est tout. Et le lendemain, comme vous avez souligné, il l'amène manger à la campagne, du pain qui est fait avec le blé qu'a récolté le paysan, des fruits, des légumes de chez lui. Donc, il a en quelque sorte inventé le locavorisme, Jean-Jacques Rousseau, dans cet épisode-là de l'Émile. Et c'est récent, le locavorisme. Il y a quelques années à peine, des femmes ont décidé qu'ils mangeraient que des produits provenant de... Et on le retrouve chez nous. Alors, il y a des enjeux là-dessus. Je tiens à dire aussi, dans le livre, j'essaie d'alimenter la conversation, oui. si vous me permettez. Donc, je veux pas donner de réponse, mais donner aux gens l'occasion d'y réfléchir. Et là, on a un débat entre l'alimentation locale, locavoriste, l'alimentation globale, se nourrir de partout. Et j'ai trouvé intéressant de rappeler que les libertariens qui ont examiné la question du point de vue de l'argumentaire selon lequel manger local diminuait les gaz à effet de serre, se sont efforcés de montrer que, compte tenu des moyens par lesquels sont transportés les aliments, l'avion, le bateau et ainsi de suite, les effets de serre sont plus grands si on va chercher notre panier de légumes à une certaine distance, qui est pas très grande en général. Selon moi, je laisserai les gens réfléchir à cette question-là, mais selon moi, ce que ça veut dire aussi, c'est que il faut examiner de près les données, les faits, et si on veut justifier le locavorisme, sans doute que l'argument va au-delà d'une simple limitation des gaz à effet de serre ou d'une simple bonne conscience. Je pense que des arguments nouveaux doivent être trouvés. Et il y en a. C'est-à-dire qu'on a le souci de reconstruire la vie communautaire. On a le souci de pas céder à une certaine conception de l'alimentation. On a le souci du travailleur à l'extérieur qui travaille dans des conditions abominables, qui font en sorte que les produits qui nous sont arrivés coûtent si peu cher. Alors, j'ajouterais vous dites trouver de nouveaux arguments ou de plus anciens. C'est-à-dire, l'un d'entre eux qui me vient à l'esprit, alors je parlerai ainsi à la manière d'un homme de notre temps, lorsqu'on dit les saveurs d'un pays, lorsqu'on dit la cuisine d'un pays, lorsqu'on va en France, on va à la cuisine de chaque région et ainsi de suite, puis il y a une forme d'identité culinaire associée à chaque région, donc associée. Qu'est-ce que c'est les saveurs? Mais c'est une expérience sur le fil des siècles, ou à tout le moins des décennies, où à partir des produits qu'on trouve quelque part, on fabrique des mets, des plats qui correspondent appelons ça le parfum, le goût d'une région, d'un terroir et ainsi de suite. Et de ce point de vue, est-ce qu'on peut pas dire simplement que alors c'est un vocabulaire qui est davantage le mien peut-être que d'autres, mais dans le respect des identités et des cultures, eh bien une culture se parachève ou à tout le moins se donne aussi à travers une certaine alimentation, à travers certains plats, les plats traditionnels de tel ou tel endroit. Est-ce que c'est pas aussi une manière, un argument, je sais pas si c'en est un, mais de rendre compte justement de la diversité du monde et aussi une diversité des saveurs du monde? Oui, je pense que c'est vrai. Il existe quelque chose comme une cuisine italienne, cuisine française, cuisine espagnole et ainsi de suite. Mais je ferais remarquer aussi comme complément à ceci, c'est que souvent ces cuisines-là se sont nourris, si je peux l'exprimer ici, d'aliments qui provenaient d'un peu partout dans le monde. Alors, par exemple, on n'a pas attendu la mondialisation pour savoir que les frontières pouvaient être transgressées. Voilà. Et donc, on se retrouve devant une situation où il y a une espèce de dialectique qu'il faut maintenir entre l'identité et le métissage. Alors, la cuisine italienne s'est alimentée à celle d'autres pays. La tomate provient d'Amérique latine, si mon souvenir est bon. Les pâtes proviennent de Chine. Enfin, il y a toujours eu cette réalité-là d'une interpénétration réciproque du local et du global, et l'identité se construit dans cette dialectique-là. Une autre dimension qui est présente dans le livre, vous avez une partie où vous consacrez aux différents régimes. C'est-à-dire, et ça c'est une chose qui est présente, vous le dites d'ailleurs, je pense dans la section d'introduction de votre livre, dans votre vie d'une manière ou de l'autre, si vous n'avez pas encore suivi de régime, on finira par vous en conseiller un. C'est inévitable d'une manière ou de l'autre. J'ai pas pu m'empêcher, lisant cela, de mettre ça en lien avec ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, et c'est en lien avec ce que j'appelais tantôt la privatisation de plus en plus marquée de l'existence. C'est à défaut d'avoir une emprise sur le collectif, on veut une maîtrise la plus absolue de soi. Donc, dans la mesure où il y a un désir de maîtrise chez l'être humain, soit on le reporte sur un destin collectif, soit on le reporte sur sa propre existence. Aujourd'hui, de ce point de vue, le régime est souvent pensé comme une occasion d'avoir une maîtrise complète de ce qui rentre dans son corps, ce qui en sort, la possibilité complète de sculpter son corps et ainsi de suite. Est-ce qu'on ne peut pas voir dans la passion aujourd'hui de plus en plus grande, presque scientifique, pour une alimentation qui se conjugue aussi avec la passion pour une capacité de discipliner son corps le plus possible avec que ce soit le jogging ou différents sports et ainsi de suite, des expériences extrêmes? Est-ce qu'il n'y a pas aussi à travers ça, à travers ce culte des régimes que vous évoquez, quelque chose comme une radicalisation du culte de l'autonomie qui caractérise les modernes?
La question vient vraiment d'un sociologue. Là. Et, encore une fois, je reconnais qu'il y a une bonne part de vrai là-dedans. C'est un angle par lequel on pourrait examiner cette question-là. Dans le livre, moi, je l'ai plutôt joué sous le thème autodéfense intellectuelle. Oui, bien sûr. Parce que pour moi, ce qui arrive, j'accorde votre point, mais je précise aussi que pour moi, ce qui se joue là-dedans, c'est comment un certain nombre de mécanismes sont mis en place visant à me faire consommer telle ou telle chose. Comment puis-je me faire tromper par tel ou tel régime? Et ce que j'ai essayé de donner aux gens dans ce chapitre-là, c'est il y a une maîtrise de soi, mais c'est d'abord une maîtrise intellectuelle. Et ça aussi, c'est un plaisir. Oui, bien sûr. Et cette maîtrise intellectuelle, elle consiste dans le livre, par exemple, à faire attention aux pièges que nous tendent les supermarchés quand on s'y présente et qu'on s'en va consommer. Oui, vous évoquez des expériences de consommation pour nous transformer. Mais ça, il y a une forme de... Alors, j'aime pas le mot totalitarisme parce que je le réserve au pays où il y a des camps de concentration, mais à tout le moins, il y a effectivement des techniques de conditionnement massives aujourd'hui pour nous pousser à telle ou telle consommation. Et il est fascinant de voir à quel point l'individu se laisse bluffer chaque fois, croyant même quelquefois avoir une plus grande maîtrise sur lui-même alors qu'il se soumet à des techniques de conditionnement. Tout à fait. Et ça me semble important de rappeler ça. Il se joue là, on peut le voir comme un repli identitaire en partie, je comprends la remarque du sociologue, mais on peut le voir aussi comme un souci de soi qui serait le souci de pas se laisser berner, de pas se laisser tromper. Alors le supermarché, c'est un exemple de ça. Les régimes, je sais pas si vous avez vu, Mathieu, je cite un certain nombre d'exemples de régimes. Oui. Il y a même un régime du ver solitaire qui a été proposé, le régime des 5 bouchées, le régime de la belle au bois dormant. Et je pense important que les gens soient outillés à faire face à ces éléments-là, puis à savoir comment on discerne une vraie expertise, d'une pseudo-expertise. Alors, le mot, vous me conduisez à la question que je voulais vous poser avec ce mot expertise. Alors ça, c'est une chose qui m'a frappé. Vous parlez d'un idéal du souci de soi. Vous parlez des expertises, donc qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Un souci de distinguer où est la camelote en matière de régime et qu'est-ce qui est pas la camelote. Pourtant, en vous lisant et réfléchissant à ces questions et à la lumière de ma propre expérience aussi, j'ai trouvé qu'il y avait la part était-elle absente, je n'en sais rien, mais dans le rapport à l'alimentation, c'est ce que j'appellerais la part, enfin non, c'est présent, mais c'est ce que j'appelle la part de la désinvolture. C'est-à-dire, dans la mesure où l'alimentation devient souci politique, presque à certains égards, souci philosophique certainement, mais souci politique, une politique du soi. La question que je me pose, c'est à quel moment est-ce qu'il y a encore une place pour une saine désinvolture dans ce monde, c'est-à-dire l'homme qui se livre d'une manière ou de l'autre avec bonheur au plaisir de table, sans avoir toujours en son esprit cette espèce de surveillance de soi par une forme de surconscience de la portée philosophique et politique des choix qu'il fait. Je comprends très bien. Il y a un chapitre dans le livre sur l'art et l'esthétique. Oui. Là, où il y a deux questions qui sont distinguées. La première, c'est est-ce qu'on peut dire que les chefs sont des artistes? Parce qu'on nous les présente comme ça. Vous posez la question très bien. Vous nous dites que Platon nous dit que c'est pas le cas. C'est ça. Mais alors, il y a des arguments qui peuvent être donnés pour soutenir que oui, et je pense qu'ils sont raisonnables aussi. Mais il y a, c'est là-dessus que vous pointez du doigt en ce moment. Il y a aussi le fait de savoir si c'est une expérience esthétique de manger. Et vous connaissez Kant, l'austère philosophe. Hein? Lui, il aimait recevoir les gens à table, il donnait des conseils de table. Enfin, on n'imagine pas ça de Kant. Mais Kant citait aussi ce proverbe allemand qui dit que l'appétit est la meilleure des sauces. Hein? Autrement dit que si t'as faim, n'importe quoi est bon, puis ça va. Je suis en désaccord avec ça. Dans le livre, je pense que c'est un des lieux où j'ai marqué mon désaccord. Me sentant beaucoup plus proche, je sais pas ce que vous en pensez, de Brillat-Savarin, de ces gens-là qui croient que vous avez dit il y a une place d'individualisation, mais il y a une place aussi de contrôle intellectuel sur le plaisir à venir. Et cette idée de manger, si vous me pardonnez l'expression, en pleine conscience. Alors une fois qu'on a fait des choix de matière alimentaire, on se livre à cette expérience à table, on s'y prépare. Et je pense que Brillat-Savarin avait mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, la manière de manger qui nous arrache à la simple nature et nous insère dans le monde de la culture. Alors, vous avez une formule très belle, le monde de la culture. Autrement dit, il y a une représentation. Je vous lance une idée, vous me dites ce que vous en pensez. Je m'éloigne juste un peu du livre. Je crois qu'il y a dans l'esprit de chacun d'entre nous ce qu'on pourrait appeler un idéal du repas. Quel est le repas idéal? Alors pour certains, c'est peut-être le souper avec sa conjointe ou avec son ami. Bon, ou pour d'autres, ça peut être même manger seul. Hein. C'est une figure récurrente quelquefois, c'est-à-dire quand on lit des journaux d'écrivains, c'est je mange seul parce que le plaisir, bon on peut le comprendre. J'évoque le mien.
C'est ce que le plaisir du banquet, simplement. C'est-à-dire où se conjuguent les conversations les plus élevées et les plus grivoises, où se conjuguent les discussions les plus soutenues et les chansons à boire. Alors ça, c'est un des idéaux possibles. Est-ce qu'on peut dire à certains égards que moins dans l'histoire de la philosophie peut-être, mais dans la culture populaire, se conjuguent plusieurs idéaux, appelons ça, liés au repas, plusieurs repas idéaux, appelons ça comme ça. Et est-ce que, de ce point de vue, on pourrait dire qu'il y a, tout comme il y a différents tempéraments politiques, il peut y avoir différents tempéraments de table, pour reprendre la formule. C'est-à-dire ceux qui sont davantage portés sur le contrôle de soi, ceux qui sont portés à l'abandon de table, ceux qui préfèrent le plaisir de la scène, ceux qui préfèrent le plaisir des excès. Est-ce que ça réfère pas finalement à la diversité des tempéraments humains tels qu'on les rencontre de mille manières? Possiblement qu'il y a des tempéraments dans le rapport à la nourriture. J'avancerai en réaction à votre remarque qu'il y a peut-être aussi chez chacun de nous plusieurs de ces tempéraments-là. Et je pense qu'on oscille de l'un à l'autre. Dans le livre, je trouvais amusant de rappeler que pour les bouddhistes, bouddhistes zen, hein, la vie, c'est le suprême repas. Et les conseils qu'ils nous donnent pour aborder l'alimentation, me semble-t-il, sont sages et qui consistent à manger en pleine conscience. Ça me semble intéressant de voir que on doit pas manger en se disant je voudrais que ça s'arrête jamais. On doit manger en disant je veux rien perdre du moment qui se passe en ce moment. Évidemment, si ça se passe avec des amis, pour ma part, et ça se passe autour d'une bonne discussion, c'est encore préférable. Je vous relance sur cette question. Il nous reste 2 minutes avant de passer à la pause, parce que c'est probablement la part essentielle de toute discussion sur la table, c'est le plaisir vous l'évoquez d'ailleurs avec Kant qui nous donne des conseils comment recevoir, le plaisir de la conversation à table. C'est-à-dire, est-ce que d'une certaine manière les conversations les plus riches, les plus soutenues ne se passent pas nécessairement en séminaire, où elles se passent sur la forme du travail le plus exigeant, mais se passent à table? Est-ce qu'autrement dit, l'art de la table n'est pas le cadre élémentaire d'un art véritable de la conversation? J'ai souvent constaté et entendu dire aussi que dans les colloques universitaires, les conversations les plus intéressantes avaient lieu après le colloque. Bien sûr. Et je pense que c'est vrai. Et je pense que je soupçonnerais, c'est une hypothèse pour laquelle j'ai pas de preuve, mais que la fréquentation si importante des restaurants au Québec est peut-être un indice de ça, ce besoin de se retrouver. Et comme je le disais au début de notre conversation, ce besoin de ritualiser, de mettre un moment d'arrêt à cette vie un peu folle que nous menons, où nous sommes comme des boules d'énergie, nous rencontrant les uns les autres et réagissant les uns aux autres. Le rituel de la table et de la conversation, évidemment, est quelque chose qui nourrit, je pense, ce besoin-là. Alors, il nous reste à peine 1 minute avant, mais je me permets quand même de vous poser cette question toute simple. Vous nous parlez des conseils de Kant pour l'art de la table et l'art de la conversation. Vous en évoquez d'autres, vous évoquez Platon aussi, qui a son avis sur la question. Quels sont vos conseils pour l'art de la table et l'art de la conversation? C'est-à-dire, imaginons que vous avez votre propre philosophie de la table, ça ressemble à quoi, en quelque forme? Il me semble que Kant met le doigt sur des choses importantes. C'est-à-dire que s'assurer que personne ne monopolise la conversation, s'assurer qu'on ne dérive pas vers des sujets trop polémiques et de telle sorte que la conversation soit braquée, faire en sorte que tout le monde puisse parler à table, ce seraient des conseils auxquels je tiendrai encore aujourd'hui. Alors, Normand Baillargeon, merci infiniment pour vos conseils en la matière, où nous revenons après la pause pour le deuxième volet de cet entretien avec Normand Baillargeon sur la question principalement de la liberté d'expression, des grandes questions du débat politique aujourd'hui. Radio VM, au cœur de l'essentiel. Chers amis, nous sommes de retour à la Ville des Idées pour cette deuxième partie de notre entretien avec Normand Baillargeon. Alors, dans la première partie, nous avons parlé de son livre « À la table des philosophes » qui vient de paraître chez Flammarion Québec, une réflexion philosophique sur l'art de la table, sur les querelles philosophiques et politiques liées à l'alimentation aujourd'hui. La deuxième partie de notre entretien portera sur d'autres thèmes abordés par Normand Baillargeon ces derniers temps, parce que c'est un intellectuel public engagé dans la vie de la cité. Et on va s'intéresser principalement à 2 de ces engagements. Le premier, c'est celui lié à la liberté d'expression, dans l'université principalement, mais pas seulement. Et dans la deuxième partie, on va s'intéresser à la question de l'éducation, à laquelle il a consacré une part substantielle de son œuvre. Alors, sur la question de la liberté d'expression, Normand Baillargeon, vous avez participé ces derniers temps, effectivement, à toutes ces querelles pour savoir est-ce qu'on assiste à une dérive de la culture académique? Est-ce que la liberté d'expression est encore la bienvenue dans l'université? Est-ce que l'université est soumise à des sectarismes nouveaux? Alors, la question que je vous lancerai très globalement, très largement, c'est est-ce qu'on assiste effectivement à une forme de nouvelle censure à l'université? Est-ce que les conditions de la délibération, les conditions de la réflexion sont en régression en ce moment dans l'université québécoise ou plus largement dans l'université occidentale?
commencerai juste par placer un peu le tableau plus général, c'est-à-dire que ça se pose à propos de l'université, me semble-t-il, mais ça se pose aussi dans sur le débat médiatique, bien sûr. La concentration des médias, la possibilité de la privatisation du droit à la liberté d'expression sur les médias sociaux, à travers Google, des plateformes comme Facebook, la possibilité de critiquer les religions, la possibilité du blasphème. Toutes ces questions-là soulèvent des enjeux sur la liberté d'expression à l'échelle de la société. Sur notre conception de la cité, finalement. Voilà, dans quelle mesure est-il possible de délibérer des finalités portées par les uns et les autres? C'est une grave question, une immense question à mon avis. Et on a vu un peu partout en Occident, mais notamment aux États-Unis depuis quelques années, des choses assez troublantes à propos de l'université. Alors, on assiste à des phénomènes comme le refus de donner la parole à quelqu'un à l'université, le fait de bloquer des conférences, d'interdire qu'elles se passent, ce qu'on appelle des safe space à l'université. Et ces phénomènes-là pointe du doigt la question de la liberté académique et préoccupe beaucoup de gens, je dois le dire. Hein. Je ne suis pas le seul à être préoccupé par ça. Beaucoup d'intellectuels américains, canadiens, français, etc. se préoccupent de ça. Pour ma part, je suis inquiet aussi. Je souhaiterais attirer l'attention sur ces questions-là avant que la chose ne prenne trop de place chez nous. Et j'ai vu des indices qu'au Québec, on assistait à une possibilité de remise en question de la liberté d'expression et de la liberté académique. Ma position là-dessus, Mathieu, est la position classique, en fait, celle que défend John Stuart Mill au 19e siècle. C'est-à-dire que si on est dans une société où on cherche honnêtement à savoir quelle est la vérité, on a le devoir d'écouter les points de vue opposés aux nôtres. Il y a chez John Stuart Mill un argument que j'aime beaucoup, où il dit en gros que vous ne connaissez pas très bien votre propre position si vous ne l'avez pas confronté à des gens qui pensent le contraire de vous. L'université est un endroit fait pour ça, ce qui veut dire qu'à mon avis, a priori, et on pourrait corriger par la suite, mais aucun sujet ne devrait être tabou à l'université. Rigoureusement, aucun sujet ne devrait pas pouvoir être discuté. Et si on remet en question cette chose-là, je pense qu'on remet en question la nature même de l'université. J'irais jusqu'à dire que la préservation de la liberté de parole et d'expression à l'université devrait être encore plus forte que ce qu'on trouve à l'extérieur de la société. Et le paradoxe, c'est qu'elle l'est peut-être de moins en moins. C'est-à-dire, dans l'université, moi, ce qui m'a fasciné ces derniers mois, dans les débats sur la liberté d'expression, c'est qu'on trouvait des universitaires pour théoriser la nécessaire censure de certains points de vue, le rétrécissement de l'espace de la délibération, qui justifiait le fait que telle position ne peut pas être entendue. Elle ne peut pas être écoutée parce qu'elle serait, en fait, parce qu'on n'accepte pas l'idée qu'un discours soit autre chose, finalement, que le reflet d'un rapport de force au service de tel groupe ou de tel autre groupe. Donc, on va nous dire, cette position-là, lorsqu'on l'entend, ce n'est pas une position, c'est un rapport de force qui s'exerce contre telle minorité, ainsi de suite. Et ce qu'il faut pour protéger les différentes minorités qui cherchent à s'émanciper, il faut créer un espace sécuritaire, un safe space où elles ne risquent pas d'être heurtées par des propos en contradiction avec la représentation qu'elles se font d'elles-mêmes. Donc, est-ce que l'université, de ce point de vue, loin de chercher à élargir, comme elle le devrait, l'espace public en acceptant finalement qu'aucune question ne se dérobe à la possibilité de son examen, est-ce qu'une université n'est pas ce lieu aujourd'hui qui reconstitue des dogmes, mais en les maquillant en exigences progressistes? Je pense que les arguments qui ont été invoqués, comme ceux que vous venez de souligner, à mon humble avis, sont très faibles. Alors, si on dit, par exemple, c'est des choses qu'on a entendues, c'est que certains discours sont déjà beaucoup entendus à l'extérieur de l'université, donc on a tout à fait le droit de ne pas les entendre ou d'empêcher qu'on les entende à l'intérieur de l'université. Si cet argument-là il vaudrait pour tous les autres droits. Alors, du fait, par exemple, que certaines personnes sont, en vertu de l'argent qu'ils possèdent, plus à même de se payer des bons avocats, il faudrait abolir le droit, il faudrait abolir la justice. Ce genre d'argument-là ne peut pas tenir, et surtout pas à l'intérieur de l'université. Ce qui me trouble dans ce phénomène-là, et vous avez quelque peu pointé vers ça, Mathieu, dans votre propos, c'est qu'il y a une espèce de renoncement à l'idée même de vérité. Et si j'ai raison là-dessus, je prétends pas avec certitude que j'ai raison, si on assiste à un repli de la vie des idées comme étant simplement l'expression de ma position sociale ou de mon identité personnelle au détriment de la recherche de la vérité, on se retrouve dans une situation extrêmement problématique. Si je sais d'avance ce qu'est la vérité,
Je suis convaincu que ce que je sais coïncide magiquement avec la vertu et je m'autorise en vertu de ça à interdire à quiconque de parler. Il me semble que l'université n'existe plus comme institution telle qu'elle doit exister. De ce point de vue, vous évoquez le rapport trouble à la vérité. Est-ce que ce à quoi on assiste, c'est moins un congédiement de l'idée de vérité qu'à une confiscation idéologique de l'idée de vérité? C'est-à-dire ce que j'appelle la figure de la vérité révélée en sciences sociales ou en philosophie politique. C'est-à-dire la conception que j'ai est à ce point évidente qu'elle ne saurait souffrir la contradiction. Mais, et là c'est l'argument qui arrive souvent, mais si on entend une contradiction, ça risque de réveiller des sentiments qui normalement devraient être refoulés dans une société d'une manière ou de l'autre. Donc il faut faire taire certains discours parce que ces discours-là contreviendraient à la dynamique d'émancipation portée par des groupes X, Y ou Z qui normalement portent le fanion minoritaire. Ce à quoi on assisterait alors, c'est un déplacement de la vérité vers un certain idéal de justice dont on aurait convenu d'emblée. Mais c'est un paradoxe aussi parce qu'on renonce à la vérité tout en voulant s'en réclamer. Je pense que ce qui est à la source de ça, et là aussi j'en fais pas une thèse forte, mais c'est une intuition que j'ai, c'est probablement quelque chose comme la théorie postmoderne qui a affecté les sciences sociales depuis une quarantaine d'années ou à peu près. C'est-à-dire qu'à partir du moment, par exemple, où il n'y a rien hors du texte et tout est affaire de langage, comme le voulait Derrida, c'est ce qu'on trouve aussi dans certaines pratiques des sciences sociales actuellement. S'il n'y existe pas de vérité, mais simplement des rapports de force et des rapports de pouvoir, on se retrouve dans la situation que Foucault décrivait, et on doit renoncer aux idéaux de vérité et à tout ce qui vient avec. Et ce qui me trouble, pour être tout à fait franc là-dessus, c'est que, voyez-vous, nos institutions communes, publiques, comme l'éducation, l'université, les médias, la recherche scientifique, le dialogue qu'on peut avoir les uns avec les autres, tout ceci suppose un idéal de vérité. Et si on a renoncé à ça, si on est entré dans ce qu'on a appelé l'ère de la post-vérité, on est en train aussi de renoncer à ces institutions-là. C'est le pur rapport de force. Il y a un pur rapport de force, où il n'y a plus de, l'expression je l'aime beaucoup, mais de conversation démocratique. Il n'y a plus de possibilité de discuter entre nous de choses qui nous tiennent à cœur parce qu'on a des intérêts communs consciemment partagés. Alors, je me détache un instant de l'université pour élargir notre réflexion. Vous parlez de la conversation démocratique, qui est un concept fondamental. La notion de conversation démocratique présuppose qu'il n'y a pas de monopole sur la définition du bien commun. C'est-à-dire, autant le bien commun est un concept indispensable, autant nul camp ne peut le définir par lui-même exclusivement. Et pour cela, il faut entendre l'autre camp, même celui qui nous agace, celui qui nous exaspère, et pourtant on doit accepter de l'entendre dans la cité. Ce qui fait que le conservateur doit accepter que le postmoderne ou le progressiste parle, le libéral doit accepter que le socialiste parle, le socialiste doit accepter que le libéral parle, et personne là-dedans ne doit croire que l'adversaire devant lui est à ce point dans l'erreur qu'il ne doit pas être entendu. L'anarcho-syndicaliste doit parler avec le conservateur. Très juste, mais ça arrive à ce micro. Mais la question que je me pose devant cela, c'est est-ce qu'on n'assiste pas aujourd'hui justement à une volonté de rétrécir de plus en plus l'espace de cette conversation démocratique pour y accepter de moins en moins d'acteurs, pour que finalement le même discute avec le même à propos du même, et finalement, qu'est-ce que ce sera une conversation démocratique aujourd'hui? Ça va être autour d'un dogme, une discussion de nuances, mais dans le respect de ce dogme proclamé, qu'il s'agisse de la diversité d'un côté, ça pourrait être, je devine dans d'autres cas, ça pourrait être l'identité, mais on n'y est pas. La question que je me pose, autrement dit, c'est est-ce qu'on n'assiste pas à une volonté aujourd'hui d'expulser hors du domaine de la respectabilité publique des positions qui entrent en contradiction avec une certaine orthodoxie qu'on appelle de manière un peu brutale quelquefois le politiquement correct. Le portrait que vous décrivez là, si ceci s'avère, c'est quelque chose d'extrêmement grave et à quoi on devrait réfléchir en profondeur. Pour ma part, vous le savez, je me suis toujours efforcé de dialoguer avec des gens. Je pense que j'ai pas la vérité, donc quand je me penche sur une question, j'essaie d'examiner quelles sont les positions et de me rallier à ceux qui me semblent porter la vérité. Je pense que c'est la base même de la vie intellectuelle et de la vie démocratique. Mais je soulignerais, Mathieu, je sais pas si vous serez d'accord avec moi là-dessus, qu'il y a aussi des forces extrêmement puissantes, des forces sociétales, pour employer un grand mot, qui sont à l'œuvre depuis une trentaine d'années, qui ont beaucoup contribué à faire que ce à quoi on assiste en ce moment se présente. Et c'est pas seulement le monde des idées ou le postmodernisme. Je pense que la concentration des médias joue un très grand rôle là-dedans et la transformation même des médias. Je vais citer je donnerai pas les chiffres parce que je les ai pas en tête, mais j'ai vu récemment à combien de temps on avait le droit de parler au téléjournal quand on était un politicien
en 67 et aujourd'hui. Alors, les secondes ont diminué de manière dramatique. Un politicien pouvait, après un congrès aux États-Unis du Parti républicain, parler pendant 47 secondes. Aujourd'hui, il doit avoir un soundbite qui tient en quelques secondes. Il y a une concentration des médias, puis il y a une minoration de la place que prend la pensée dans les médias et la possibilité de s'exprimer qui a joué un rôle. Et un deuxième phénomène auquel je voudrais faire porter une attention, c'est la croissance des inégalités dans notre société qui conduit, elle aussi, qui accompagne aussi un mouvement d'individualisation très, très fort, qui marque aussi ce moment où les gens s'isolent de plus en plus, rament dans la vie quotidienne, vivent de plus en plus d'une paye à l'autre, etc. Tout ça est peu propice à des conditions favorables à une conversation démocratique. J'en ajouterai un dernier, si vous me permettez, auquel je tiens beaucoup. Dewey, qui inventait l'expression conversation démocratique, disait que la démocratie se caractérise par le fait que les gens sont dans des groupes, des regroupements, où ils ont entre eux des contacts nombreux, variés, libres, autour d'intérêts communs. Mais en ce moment, la fragmentation de la société, la présence d'institutions économiques si fortes comme nos corporations transnationales, rend de moins en moins possible ou de plus en plus difficile les conditions de la conversation démocratique. L'isolement fait en sorte que les contacts sont de moins en moins nombreux entre les groupes et aussi les intérêts communs consciemment partagés sont de moins en moins nombreux. Entre Bombardier qui reçoit 1,3 milliard de subventions et les travailleurs qui rament d'une paye à l'autre, il y a peu d'intérêts communs consciemment partagés. J'entends votre argument. Je me permets néanmoins de vous relancer sur une question en particulier. Vous parlez de la question des médias qui est certainement pas sans intérêt, mais pourtant, j'ai l'impression qu'il y a, mais vous me corrigerez, je regarde le Québec, je regarde la France, je regarde les États-Unis, j'ai l'impression qu'il y a plus de diversité idéologique, disons ça comme ça, dans les médias, alors que ce sont des puissances d'argent et tout ça, qu'il y a de diversité à l'université, qui est pourtant l'université l'université n'est pas soumise à tout le moins pas autant au processus que vous venez d'évoquer. Donc l'université qui théoriquement, sur le plan institutionnel, rassemble les conditions pour cultiver le pluralisme philosophique, le pluralisme politique, le pluralisme intellectuel. Donc l'université qui n'est pas soumise à ces mouvements-là, eh bien la concentration idéologique est particulièrement forte, alors que dans les médias, où il y a effectivement des phénomènes de concentration médiatique et tout ça, il n'en demeure pas moins qu'il y a, à certains égards, plus de diversité politique ou intellectuelle. Je ne sais pas si vous partagez ce constat, mais si tel est le cas, je serais curieux d'avoir vos observations sur ça. Pour les exemples que je connais, ce que vous dites est tout à fait exact. Par exemple, on a fait des études aux États-Unis, je donnerai pas les chiffres, mais parce que je les ai pas en tête là, mais on a fait des enquêtes sur l'allégeance idéologique des professeurs d'université dans les humanities au sens large. Ah ouais. Et ils sont de manière massivement prévalente des gens qui sont des progressistes ou des libéraux, comme on les appelle aux États-Unis. Et il y en a très très peu qui sont républicains ou conservateurs. Ce qui fait qu'il y a une absence d'équilibre idéologique qui est troublante, parce qu'à l'université on devrait refléter ça. Et moi, je vous accorde que, écoute, je pense qu'il y a plus de diversité idéologique au Journal de Montréal dans la section débat, opinion et blog qu'il y en a dans certaines facultés universitaires en sciences sociales. Je tiens à dire aussi que cette réalité-là se retrouve pas, à mon sens, dans les sciences pures ou en mathématiques. Elle se retrouve c'est une situation qui prévaut dans les humanités. Vous avez évoqué quelque chose de très important, me semble-t-il, et j'aimerais vous proposer une lecture concurrente. Vous nous dites, la condition du débat, c'est de ne pas croire qu'on a la vérité. Je vous proposerai une autre thèse, et vous me dites ce que vous en pensez. Je dirais que la condition du débat, c'est on ne participe, d'autant que les débats publics sont souvent des débats qui écorchent, qui sont difficiles, qui sont durs. Donc la condition du débat, je vous proposerai l'idée suivante. Oui, chacun croit avoir la vérité, mais doit garder à l'esprit que devant lui, quelqu'un est aussi persuadé d'avoir la vérité. Oui, je suis d'accord avec la nuance. Et de ce point de vue, il s'agit moins d'inviter chacun à relativiser ses propres convictions sur le fond des choses que de développer une éthique politique de la tolérance, c'est-à-dire j'ai absolument raison et j'en suis convaincu, mais le problème est que vous êtes convaincu aussi d'avoir absolument raison. Et dès lors, la condition du débat, c'est justement cette conscience de la multiplicité, de la pluralité des absolus, disons ça comme ça. C'est l'éthique de la discussion qui repose là-dessus. Encore une fois, on peut avoir des convictions, mais on peut aussi avoir un doute sur le fait qu'elle soit la vérité. La vérité, je vais parler comme Bachelard, là, nous nous efforçons de l'atteindre, mais on ne l'a pas nécessairement. Donc, ça n'empêche pas d'avoir des convictions très, très fortes. Moi-même, j'en ai des convictions très, très fortes. Mais on part pas avec la certitude que nous détenons la vérité et que tout ce que les autres peuvent nous amener, ce sont des arguments qu'on doit rejeter d'emblée. Il faut d'abord écouter ce que les uns ont à dire. Il me semble que l'éthique de la discussion minimale, c'est celle-là. Et je vous accorde ce point-là sans mal. Alors, la question dès lors, qui me
me prend, c'est comment reconstruire, sans espérer que ça prenne un siècle, une culture de la délibération publique qui soit moins portée à l'ostracisme, moins portée au sectarisme, une culture, autrement dit, où les philosophies divergentes sont capables de s'affronter sans pour autant verser dans la logique de la guerre civile idéologique. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Je vous avouerai, bien franchement, je suis plutôt pessimiste en la matière. Je crois qu'on entre dans une période de dégradation durable du débat public, mais je ne sens pas chez vous un semblable pessimisme, alors je me tourne vers vous pour avoir des raisons de croire que c'est possible. Est-ce que c'est possible de reconstruire une culture de la délibération? Je vais parler sans être absolument certain. Évidemment, c'est une immense question que vous me lancez là, mais je vais vous donner 2 pistes de choses. Je pense que d'être formé à une diversité d'écoles apprend à comprendre la relativité du point de vue qu'on peut défendre. De ce point de vue-là, j'irais jusqu'à dire que c'est déplorable que aux universités américaines, pour en rester à ceux-là, il n'y ait pas plus de conservateurs qui sont présents à l'université. Ça permettrait de faire en sorte que les étudiants et les étudiantes rencontrent des discours différents de ceux qu'ils entendent généralement. Et ce jeu intellectuel qui consiste de passer d'un paradigme, pour employer un grand mot, à un autre, permet de comprendre et de relativiser les différents points de vue. Alors, la solution, évidemment, ici, ça concerne l'éducation. L'éducation devrait faire en sorte qu'on s'ouvre à une pluralité de points de vue, qu'on a compris ce que ça signifie de voir le monde comme un conservateur ou ce que ça signifie de voir le monde comme un libertarien. Et une fois ayant tout vu ça, on est peut-être capable de mieux passer d'un paradigme à un autre, d'un point de vue à un autre. Je pense que c'est quelque chose que l'éducation devrait contribuer à former. Un deuxième point, et là, c'est le philosophe qui va parler. Il y a quelque chose, ça suppose un bagage intellectuel, c'est celui que je viens de décrire, mais ça suppose aussi, Mathieu, un certain nombre de vertus épistémiques. Pardonnez-moi le grand mot, là, mais des vertus qui ont rapport au savoir, à la connaissance, au dialogue. Par exemple, une vertu épistémique, c'est de prendre le temps d'écouter le point de vue d'autrui et de le prendre au sérieux, parce que ce qu'il avance, il le pense véritablement. C'est de considérer que sa propre position peut être fragile, ou peut-être qu'on peut accorder une partie de l'argument. Vous comprenez ce genre de vertu épistémique. Et je vous dirais, Mathieu, que la philosophie pour enfants, développée par Matthew Lipman, a la prétention de développer ça. Et les dernières recherches qui ont été faites là-dessus montrent que ça marche. C'est-à-dire que les enfants qui se sont habitués à travailler en communauté de recherche à l'école, dès le primaire, et à écouter le point de vue d'autrui, à développer par la pratique ces vertus-là, plus tard deviennent des adultes qui, on peut l'espérer, vont faire preuve de cette capacité-là, qui est indispensable, encore une fois, à la conversation démocratique. Donc, je donne 2 pistes de réponse. Oui. Augmentation du savoir, pluralité des points de vue qui sont enseignés. Et on fait ça ailleurs, hein. On est capable de le faire en littérature, par exemple. Tu sais, vous étudiez en littérature, même au secondaire ou au cégep, vous apprenez à voir le monde comme les surréalistes pouvaient le penser, à écrire comme les romantiques pouvaient le faire, comme les classiques pouvaient le faire. Et à un moment donné, vous êtes capable d'apprécier la diversité de ces choses-là, même si vous développez une préférence pour une. Je pense qu'on devrait multiplier les points de vue qui sont enseignés à l'université, au cégep, pas toujours enseigner la même perspective. Cette espèce d'agilité mentale qui en résulte me semble une des conditions de réponse à votre argumentaire. La philo pour enfants, c'est ma deuxième option. Alors, nous avons parlé justement, on est au point de rencontre des 2 thèmes. On a parlé de la liberté d'expression. Un autre grand thème qui est central, non seulement dans votre œuvre, mais dans votre vie. Vous avez fait une bonne partie de votre carrière universitaire, sinon l'essentiel, dans une faculté de sciences de l'éducation. Vous enseignez les fondements de l'éducation, si je ne me trompe pas. Et vous avez été, alors vous me corrigez, la présentation se veut élogieuse, mais il se peut qu'elle vous écorche. Vous avez été dans l'espèce de vaste bouleversement éducatif qu'on a subi au Québec depuis 40 ans. Vous avez été un dissident. C'est-à-dire, vous avez témoigné d'une autre conception possible de l'école. Vous avez critiqué sévèrement l'emprise des sciences d'éducation, le déclassement symbolique des humanités, une éducation qui ne porte plus le désir d'une transmission de la culture générale d'une manière ou de l'autre. Alors, quel était par rapport au système d'éducation dans lequel nous vivons, quel était le fondement de votre dissidence par rapport au discours global sur l'éducation qui dominait au Québec? Plusieurs aspects. Le premier, c'est je suis un rationaliste et j'ai une vision assez rationaliste, classique, humaniste de l'éducation, qui est la transmission de savoirs fondamentaux qui transforment la personne qui les reçoit. Ça date de Platon et ça demeure quelque chose de très important en moi. L'école, l'éducation a pour but de transmettre pas n'importe quel savoir, les savoirs fondamentaux aux êtres humains. Par ces savoirs-là, la personne qui les reçoit est transformée en profondeur. Ouais. Et j'adhère profondément à ça. Ce qui veut dire que la connaissance, la transmission de connaissances est centrale dans ma vision de l'éducation. Le déplacement vers les compétences m'avait déjà profondément
profondément gêné. Je suis aussi un rationaliste, Mathieu. Alors, je souhaite que quand on s'engage dans une réforme de l'éducation, on le fasse sur des données probantes. Et là, ça donne que c'était pas très long de constater que ce qu'on invoquait comme argument en faveur de la réforme ne reposait pas sur des données probantes. Donc, je m'opposais à ça. Et je voyais aussi, je m'excuse de le dire comme ça, mais une sorte de mépris de la culture puis de la vie des idées dans l'ensemble de la démarche qui était là, tant au ministère que dans les facultés d'éducation, qui m'apparaissait profondément déplorable. Je ne pouvais faire autrement que de m'opposer à ça. Je m'y suis opposé, donc, et vous le savez, je m'y suis opposé avec des conservateurs québécois, parce que c'est eux qui s'opposaient à ça à ce moment-là. Et ça donne que c'est eux qui avaient raison, je pense, et l'avenir a donné raison, je pense, à cette perspective-là. Donc, j'ai été très troublé de ça. Et si vous me permettez, Mathieu, je tiens à dire cette chose-là. J'ai été troublé aussi parce que je suis un homme de gauche et je pense que les moyens qui étaient déployés et préconisés par cette réforme-là allaient surpénaliser les enfants des classes défavorisées. Si vous arrivez à l'école en possédant déjà les outils ou les instruments qu'on va vous demander de mettre en œuvre, si vous provenez d'une famille qui est déjà culturellement riche, où vous arrivez avec un vocabulaire très étendu parce que vos parents ont un vocabulaire très étendu, si vous venez d'une famille où on a le souci de la réussite scolaire, si vous habitez un quartier où il y a les meilleures écoles, si vous habitez dans un milieu ou une famille suffisamment riche pour que vos parents, très soucieux du fait que vous avez du mal à lire, vont vous prendre un coach ou vous envoyer dans un institut privé pour vous aider, vous avez d'énormes avantages que n'ont pas les enfants qui viennent de milieux défavorisés et pour lesquels il faudrait mettre en œuvre les moyens les plus efficaces fondés sur des données probantes, ce qu'on ne faisait pas. Et ça c'est un autre argument, si vous voulez, qui a justifié mon opposition à ces idées. Oui, d'ailleurs, de ce point de vue, on peut dire que c'était l'anti-Bourdieu. Je m'explique. Bourdieu dit la culture qui est transmise favorise les classes bourgeoises, donc déconstruisons cette culture et repartons certainement d'une pédagogie proche des conditions des plus défavorisées. À tout le moins, c'est les conclusions que certains en ont tirées. Et vous avez plutôt l'idée de démocratiser la culture dite bourgeoise, mais qui n'est en fait souvent qu'un patrimoine de civilisation. Je veux démocratiser l'excellence. C'est une idée de gauche. Et pour Bourdieu, en fait, je tiens à dire aussi qu'ayant constaté ce qu'il a constaté dans ses travaux de sociologie et de l'éducation, il a aussi préconisé une pédagogie rationnelle. Hein. Il n'avait pas renoncé à une transmission de la culture. Mais il y avait une déconstruction de la légitimité de la transmission culturelle. C'est-à-dire, chez lui, la transmission culturelle était un outil d'oppression. Tout à fait. Alors qu'on pourrait dire que le bonheur d'un enfant né de professeur, c'est qu'il y a une bibliothèque chez lui, oui. Mais le seul endroit où un enfant de classe plus modeste peut rencontrer des livres et toute leur portée émancipatrice, c'est justement à l'école, pour peu que l'école veuille faire cela. Mais l'école, de ce point de vue, lorsqu'elle dit on va se ramener toujours plus proche du milieu, l'école qui, plutôt que d'arracher l'enfant symboliquement à son milieu, l'y enfonce en disant qu'il faut surtout pas l'en éloigner pour ne pas le brusquer, est-ce que l'école, de ce point de vue, on peut pas dire, trahissait la promesse qu'elle faisait aux enfants des classes populaires? Je pense exactement ça. Je l'ai écrit, j'ai examiné, moi, dans mes écrits, par exemple, l'enseignement de la musique. Pour moi, l'enseignement de la musique devrait faire en sorte que des enfants qui n'ont pas la chance d'entendre d'autres types de musique que celle qui leur est fournie par les milieux environnants, la musique populaire ou le rap, qui puissent goûter au jazz, qui puissent goûter à la musique classique, qui puissent découvrir Mozart, il ne leur reste à peu près que ce lieu-là qui est l'école pour le faire. Alors, l'école a pour mission de démocratiser l'excellence, de démocratiser l'accès à la haute culture. Je suis profondément... Je comprends pas qu'on ne voit pas le tort qu'on peut se faire à ces enfants-là lorsqu'on leur refuse la chance d'accéder à ça. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, je comprends parfaitement votre point de vue, est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue, les défenseurs de cette forme d'égalitarisme culturel bien compris qu'il vôtre, c'est-à-dire la possibilité pour chacun d'accéder à ce patrimoine de civilisation patrimoine des humanités qui constitue notre civilisation, est-ce qu'on peut pas dire que ce sont les Alan Bloom, les Alain Finkielkraut, chez nous Émile Robichaud, on peut penser aussi à Natacha Polony en France chez les figures qui participent au débat public. Est-ce qu'autrement dit, il n'y a pas, alors j'utilise un gros mot, mais une forme de conservatisme inhérent à l'éducation à certains égards, ce que disait Hannah Arendt dans La crise de la culture? C'est le texte d'Hannah Arendt, évidemment, m'a beaucoup marqué, moi, dans ma réflexion sur l'éducation. Puis il y a chez elle cette idée que si on n'est pas conservateur en éducation, on est condamné à être réactionnaire. Et je pense qu'elle synthétise très bien ce qu'on est en train, vous et moi, d'essayer de dire. À défaut de pratiquer une certaine forme de conservatisme ici,
on condamne certains enfants et on agit contre les intérêts de ceux qu'on prétendait défendre. Mais pour moi aussi, il y a un enjeu politique derrière tout ça. C'est-à-dire que l'école, c'est pas seulement le plaisir d'accéder à la haute culture, d'accéder à ce que ton milieu ne peut pas te donner, mais aussi c'est la préparation à la vie démocratique dont on parlait tout à l'heure, et priver des gens des outils de la conversation démocratique en réduisant l'école à une préparation au marché ou au développement de compétences, peu importe ce qu'on veut y entendre par là, il me semble que c'est nier une partie importante de l'idée d'éducation. Mais cette idée-là, elle était aussi, Mathieu, je tiens à le dire, profondément progressiste ou de gauche. Hein. Peut-être qu'en ce moment, il y a beaucoup de conservateurs qui la défendent, mais moi, je suis un disciple de Condorcet qui défendait cette idée-là. Je suis un disciple de Hannah Arendt, vous le savez peut-être, là, qui à la fin de sa vie défendait les conseils ouvriers, était très proche des positions anarchistes. Il y a des anarchistes qui ont défendu les positions que je défends ici aussi. Et il s'adonne qu'aujourd'hui, c'est vrai, je vous concède ce point-là, il y a beaucoup de conservateurs qui défendent des positions qui ressemblent à celle-là. Il nous reste à peine 2 minutes. Je vous transforme un instant. C'est un exercice qu'il me plaît de faire en ministre de l'Éducation, sachant que le système idéal de Normand Baillargeon ne peut pas s'établir en un seul mandat. Hein, les choses sont ainsi faites que ça prend une génération quelquefois refaire ce qui a été défait en 1 minute, en une petite minute. Quelles seraient les réformes les plus urgentes que vous nous imposeriez? Première chose que je ferais d'abord, c'est je tiens à dire mon admiration pour la commission parents qui a siégé pendant plusieurs années, qui a pris le temps de faire une réflexion profonde. Et moi, je ferais ça. Je ferai une commission parents 2.0 au Québec, une grande réflexion collective sur le sens qu'on veut donner à l'éducation. Une première réforme, vite comme ça, là, je reverrai la manière d'apprendre à lire. Apprendre à lire dès la première année, c'est un des meilleurs prédicteurs du décrochage scolaire. Si on maîtrise pas la lecture ou à peu près rendu à Pâques, disons, décrocher devient une très forte possibilité. Alors, l'enseignement de l'apprentissage de la lecture fondé sur les données probantes les meilleures, utilisant tous les moyens pour amener les gens à lire, serait la chose que je préconiserais. Alors, Normand Baillargeon, sur ce conseil qui nous invite à redéfinir notre rapport à la lecture, je vous remercie infiniment pour votre présence ici aujourd'hui à La Vie des Idées et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre épisode à Radio Anne-Marie. Merci.